faire, c'est un live un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude je fais plutôt des jeux de rôle ou Minecraft, Slay the Spire. Là, ce que je voulais faire, c'était faire un petit live pour parler écriture. J'ai demandé un peu plus tôt dans la semaine à pas mal de gens sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux, de dire s'ils avaient des questions en général ou sur le projet à venir, sur tout ce que je fais en fait. Du coup, j'ai eu beaucoup de réponses, plus que ce que j'attendais. Et donc je ne vais pas répondre à tout ce soir parce que sinon ça va faire un live très très long et un petit peu indigeste. Du coup, je pense que je vais partir sur l'idée d'un live écriture à peu près une fois par mois. Ceux à qui je répondrai pas ce soir, bah, j'ai bien noté toutes vos questions et je les garde pour la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les questions méthode d'écriture. On va parler un peu création d'univers, on va parler organisation pour écrire, inspiration, tout ça. Quelle est mon organisation? Est-ce que je fais un plan de l'histoire des personnages ou est-ce que je pars un petit peu à l'arrache? Il y a pas mal de choses à dire. Pour certaines choses, je suis très organisée et puis pour d'autres, je suis totalement bordélique. Quand même, pour chaque livre, j'ai toujours un peu la même façon de procéder. Je commence, alors pas pour chaque livre, mais du coup pour chaque saga, par créer l'univers, ce qui peut paraître assez logique. Par contre, ce que j'entends par créer l'univers, c'est le créer de façon très 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 détaillée. En général, je commence par faire la carte. Ça, c'est le premier truc et que j'adore faire. J'adore faire des cartes. C'est un truc qui me détend de ouf quand j'ai rien à faire en salon du lit ou dans le train ou n'importe où. Je dessine des cartes. Voilà, c'est le truc qui m'apaise complètement et qui permet évidemment de donner les bases de l'univers. Je vois question plutôt carte à la main ou plutôt carte sur ordinateur. Je préfère nettement faire mes cartes sur papier, que c'est beaucoup plus agréable et plus facile à faire aussi. Et une fois ancré, c'est beaucoup plus joli. Par contre, pour les livres, bah, mes cartes sont des cartes faites au propre sur l'ordinateur, parce que sinon je trouve que le rendu est pas ouf. Alors après, ça vient aussi de la qualité d'impression, je pense, hein. Moi, j'imprime mes romans sur Amazon, et sur Amazon, peut-être que c'est pas l'idéal, ou que c'est parce que mon format est un peu petit pour mettre de vraies jolies cartes. Du coup, je refais mes cartes ouais, sur ordinateur. D'ailleurs, je peux vous montrer, puisque j'ai normalement toutes les cartes. Donc là, par exemple, j'ai mes versions de cartes. Voilà, ça donne ça sur les cartes informatiques. Et du coup, je m'amuse à les refaire de façon un peu plus sympa sur papier, quand même, ou beaucoup mieux. Cette carte-là, papier, que je montrais tout à l'heure, au départ, j'en avais fait une autre, sur du beau papier, j'en étais trop trop fière, j'étais super contente. Et je l'ai emmenée sur un salon du livre, un de mes premiers salons. Et comme je suis un peu une crétine, j'avais pas rebouché mon flacon d'encre pour faire mes dédicaces. Voilà, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé avec ce flacon d'encre et cette carte. Alors, Black Hole qui dit que je suis polytalentueuse, bah je suis aussi polypadouée, hein, donc voilà, donc j'ai bousillé une carte et 4 bouquins avec un flacon d'encre. Donc ça, c'est la deuxième version du coup, qui est un petit peu moins belle que la toute première que j'avais faite, sur laquelle je m'étais vraiment appliquée, je l'avais jaunie en plus, enfin voilà, ça reste un des grands drames de mes débuts d'autrice. Une fois que j'ai ma carte, bah, assez naturellement, je peux imaginer les frontières, le climat, les différents royaumes, les petites choses importantes, les animaux qui vont peupler le monde. C'est là en général que j'imagine aussi les religions, les systèmes politiques, l'alimentation, enfin toute l'organisation de la société. C'est là aussi que je pense au système de magie évidemment, puisque en fantasy, évidemment, il y a le système de magie. Bah, en général, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'allers-retours pour essayer de faire quelque chose de vraiment sympa. C'est là que je m'occupe des langues aussi, parce que j'adore faire les langues des univers. Pour ceux qui sont sur le Discord, du coup, il y a le dictionnaire, enfin, un dictionnaire un peu raccourci de la langue de l'éclat et l'ombre. Il dispose sur le site aussi, hein, ça peut se procurer gratuitement. Pour Talam, j'ai pas mis le dico en ligne, parce que pour le coup, c'est plutôt du code.
plus qu'une vraie langue, hein, parce que clairement j'avais un peu la flemme, et surtout je me suis dit que je voulais, quelque chose de plus facile à mémoriser. Parce que si moi j'ai envie de parler un petit peu la langue de mes royaumes, bah, c'est un peu délicat pour l'éclat et l'ombre, si j'ai pas le dico sous la main. Pour la magie, tu as directement tout en tête ou ça vient en cours d'écriture? Ça je n'ai clairement pas tout en tête au début. En général, j'ai vraiment une idée très, très vague et qui s'affine en cours de route et qui change énormément en cours de route. Par exemple, pour l'éclat et l'ombre, au départ, j'avais juste, l'idée d'un pouvoir unique, hein, qui serait donc, l'éclat de base, que chacun reçoit dans l'éclat et l'ombre, et de l'ombre comme prix à payer. Par contre, j'avais pas du tout l'idée du double éclat, de la guide, des éclats de Tanisha. Je pensais que tout le monde aurait un éclat de vitesse, de force, de mémoire, de soin, enfin voilà, les éclats de base, et que de temps en temps, il y a quelqu'un qui, à la place de cet éclat-là, aurait un éclat exceptionnel, bah, par exemple les éclats de télépathie ou les éclats de contrôle mental, ce genre de choses. Mais je voyais ça à la place de l'éclat de base, pas en complément. Et en plus, je me disais que ça serait peut-être héréditaire, hein, je pensais pas du tout au rituel ou aux choses comme ça. Tout ça, c'est venu un peu plus tard en pensant aux détails de la religion. Je me suis dit: «Ah ouais, en fait, ça serait quand même un petit peu plus sympa si c'était en fonction de ton comportement». C'est un petit peu, le bazar au début dans ma tête. Et pour Talam, c'était encore plus compliqué puisque, bah, je voulais reprendre, partie du système de magie de l'éclat et l'ombre et puis j'en ai fait une autre partie, là, qui concerne les Draoï, qui connaissent Talam, où là, ça n'a absolument rien à voir et où c'est parti de l'hémophilie, donc un truc, tout à fait différent. Enfin voilà, donc du coup, bah, je crée mes cartes, je crée, mes religions, mon système, ma société, tout ça, mes langues. Et là, en général, ça me donne un beau Google Doc qui fait, une bonne trentaine de pages. Une fois que j'ai tout ça, bah, je passe, au crash test. Donc là, en général, c'est mon mari qui me file un coup de main, des fois des copains qui viennent aider un peu aussi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils me posent plein, plein de questions pour voir si j'ai bien pensé à tout et si l'univers est bien cohérent. Alors ça peut être des trucs très variés, hein, des trucs, potentiellement utiles dans l'histoire du genre, est-ce que les gens de tel et tel royaume s'entendent bien? Mais ça peut aussi être des questions très cons du genre: «Est-ce que les gens mangent du chocolat dans l'univers?» Et du coup, c'est oui pour, l'éclat et l'ombre et pour Talam, parce que le chocolat, c'est un peu la vie. Quelle sorte de fromage on trouve dans ce truc? Voilà, et donc dans l'éclat et l'ombre, c'est les fromages de chèvre, hein, la spécialité de la Bérénia. Pollax qui me demande: «Est-ce que tu aimes l'histoire avec un grand H et si oui, est-ce que tu t'inspires de civilisations pour l'éclat et l'ombre?» Je suis un peu une quiche en histoire. Enfin, j'ai un gros problème avec les dates. J'adore lire des romans historiques et j'aurais aimé en écrire. Par contre, j'essaye de pas trop, trop m'en inspirer, au moins pour l'éclat et l'ombre. J'avais envie de faire un truc avec, bah, avec une société quand même assez différente de celle qu'on a eue en vrai et qu'on a actuellement et tout. J'essaie de pas trop m'en inspirer. Pour Talam, clairement, il y a un peu plus d'inspiration parce que c'était une période où j'étais à fond dans Ken Follett, grosse, grosse fan de cette période. Et j'avais récupéré des vieux bouquins d'histoire de genre le journal d'un poilu, mais illustré de façon absolument magnifique, enfin des trucs comme ça. Et aussi, c'était la période où je regardais énormément la chaîne d'Audio Connard, qui, fait des super trucs sur l'histoire et notamment sur les échecs en aviation. Et du coup, ça m'a donné très, très envie de faire une aviatrice comme héroïne. Enfin voilà, donc du coup, bah, le crash test, c'est une étape, assez longue. Parce que, bah, il y a pas mal de trucs auxquels je pense, déjà toute seule, mais ça m'arrive d'avoir des questions, auxquelles j'avais pas du tout pensé. Il y en a qui m'en ont posé une, comme ça pendant une séance de JDR, genre: «Est-ce qu'il y a des poutres en métal?» Tu vois? Dans l'univers de l'éclat et l'ombre. Ça, j'y avais pas pensé. Sinon, je sais pas, ouais, j'ai eu des questions du genre, «Est-ce que dans l'univers de Talam, les trains sont à l'heure? Ou est-ce qu'on a un système ferroviaire pourri qui ressemble à notre SNCF? Est-ce qu'il y a des taxes pour être marchand dans une ville? Enfin, comment ça se passe pour les impôts?» Plein de trucs dans ce genre-là. Et du coup, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a plein, plein de trucs, auxquels on ne pense pas. Du coup, bah, en général, ça me rallonge mon Google Doc, d'une bonne dizaine de pages. Et une fois que ça c'est fait, et ben, c'est là que je passe à la construction de l'histoire proprement dite. Et là, ça devient vraiment le gros bordel. Jusqu'à là, quand même, j'ai quand même un beau fichier,
plein de choses, hein, c'est limite mon livret de jeu de rôle, en fait, hein. Clairement, quand j'ai voulu, refaire le livret de jeu de rôle, c'était presque mon Google Doc de base, un système prêt. Et alors l'histoire par contre, en général, je commence en sachant, quelle est la situation de départ, quelle est la situation de fin et j'ai deux trois étapes en tête et c'est tout. Là, ce que je fais, c'est que je fais un premier jet qui est très, très rapide. J'écris l'histoire telle qu'elle me vient, en faisant pas du tout attention au style et puis je m'autorise même à sécher des passages. Par exemple, il y a des combats, alors les combats, j'ai beaucoup de mal à les écrire, directement. Au lieu de détailler tout le combat, je vais écrire, bah, là, il y a une scène de bagarre, voilà et puis je passe à la suite. Pareil, description, je note, là, il faudra penser à décrire cette magnifique ville. Et du coup, voilà, j'essaye de tout enchaîner comme ça. Par exemple, pour le tome 1 de Talam, ça me donnait un premier jet qui faisait à peu près 60 pages, alors que la version finale en fait 350. Polax qui me demande le JDR est-il une forme de crash test pour toi? Non, pas du tout. Le JDR, c'est ce que je voulais faire au départ. Quand j'ai commencé L'éclat et l'ombre, bah, j'ai créé l'univers en me disant ah, ça ferait un super jeu de rôle. Et après, je me suis dit non, mais masteriser quand même, je vais jamais faire ça. J'ai beaucoup trop peur, faut parler à des gens et tout. Et puis, si je leur raconte des histoires, ils vont trouver ça nul. Du coup, je le fais pas. Du coup, j'ai laissé ça de côté et c'est là que je me suis dit tiens, à la place, je pourrais en faire un roman. Voilà, c'était clairement pas un crash test, c'est venu après 5 livres et un livre traduit et, et plein d'autres choses. Donc non, c'était plutôt le projet que je voulais faire au départ et que j'ai laissé traîner parce que ça me faisait peur. Pollax, est-ce que les sessions de JDR t'apportent des détails qui arriveront dans Talam par exemple? Pour le moment, non, parce que bah, Talam c'est fini. Pour l'éclat et l'ombre, c'est un peu différent, parce que j'ai la trilogie actuellement, et quand j'ai commencé le JDR, j'avais déjà en tête le plan et puis bah, une partie de l'écriture d'un roman qui va se passer après la trilogie. J'en parle un petit peu dans le livret, c'est La part sombre. C'est l'univers de l'éclat et l'ombre, mais à l'époque moderne. Et donc celui-ci, bah, j'avais déjà à peu près tout de près, mais écrire du JDR, bah, ça m'a donné quelques idées pour quelques petits détails par-ci par-là. Bah, par exemple, on a beaucoup plus détaillé la ville de Kelbet, donc ça m'a donné envie d'écrire des passages qui se passent là-bas, ce genre de choses. Et bah, sinon, j'avais prévu de faire un préquel de L'éclat et l'ombre. Et bah, ce préquel est devenu la campagne de jeu de rôle sur laquelle vous êtes tous actuellement. Et du coup, ça a pas mal évolué. Alors ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Parce que du coup, je me vois plus forcément faire vraiment le livre que j'avais prévu au départ, parce qu'on en a fait quelque chose qui est vachement plus cool, je trouve, avec le jeu de rôle. Idéalement, je me dis que ça pourrait être super sympa de faire un jour le bouquin tiré de la campagne, tu vois, idéalement, ou la BD, tu vois, ça top du top. Mais bah, là, c'est du projet et je sais pas du tout si je pourrais faire ça un jour. Une fois que j'ai mon premier jet qui est fait à l'arrache, je fais quand même un truc, c'est que je m'arrête dans ce premier jet pour noter un truc hyper important, c'est tous les petits détails qui concernent les personnages. Par exemple, si je fais une description physique, si je parle de sa famille, si je parle d'une anecdote dans son passé, des choses comme ça, je note tout au fur et à mesure pour être sûre de rien oublier, parce que sinon je vais toujours me retrouver avec une incohérence. Un mec qui explique qu'il a perdu sa famille à 8 ans et puis qui un peu plus tard va voir sa mère, tu vois, enfin, ça marche pas bien. Donc je note tout ça. Quand j'en ai marre d'écrire aussi, parce que des fois ça m'arrive, j'en profite pour faire des trucs genre dessiner les personnages, les bâtiments, faire des plans de ville, écrire des chansons. Voilà, j'essaie de faire plein de trucs pour me mettre vraiment dans l'ambiance de l'univers. Au moment où je redeviens un petit peu organisée, là je me fais un beau fichier Excel avec à chaque fois une colonne numéro de chapitre, une colonne titre du chapitre, une colonne nombre de pages du chapitre, un petit résumé en deux-trois lignes de ce qui se passe dedans, et une grosse colonne commentaires, corrections à faire. Pour Talam, en plus, j'avais une colonne chronologie, parce que mes chapitres alternent les histoires de trois personnages principaux, dans trois royaumes différents, et du coup, je voulais être sûre de ne pas avoir de problème de timing, parce que
bah, je me dis, «Tiens, si je raconte un truc qui se passe, le samedi, je vais pas faire ensuite le truc qui se passait le vendredi parce que ça va être un petit peu bizarre». Et d'ailleurs, je me suis retrouvée à inverser plein de chapitres, hein. Je me suis rendu compte que dans le premier jet, j'avais écrit des trucs et que du coup, ah bah tiens, en fait, ce chapitre-là, je vais le placer, 2 chapitres plus tôt. Bah voilà, donc du coup, je me retrouve avec mon petit fichier Excel tout prêt, tout bien organisé et bah, une fois que j'ai ça, je reprends tout mon texte, je relis tout de A à Z. Je fais aucune correction directement, dans le texte, par contre, je remplis la section commentaires de mon fichier Excel. En général, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs à noter. Et une fois que c'est fait, bah, je reprends chaque chapitre à fond avec ma liste de corrections à faire. Donc ça peut être à la fois, corrections orthographiques, des descriptions à rajouter, bah, les scènes que j'ai pas décrites, plus tôt parce que j'avais la flemme, des incohérences, voilà, plein de choses. Souvent, ça m'amène à rajouter des chapitres, parce que je pense, à tel truc que j'ai oublié, à un personnage qui est clairement pas assez développé, une scène, tiens là, ça serait quand même sympa de rajouter quelque chose, voilà, donc des fois je me retrouve à ajouter, plein de chapitres. En général, une fois que j'ai fait ma grosse, correction comme ça, bah, je reprends, je relis tout de A à Z et puis je remets des annotations et puis je refais des corrections. C'est un truc que je fais 2 ou 3 fois jusqu'à arriver à un texte qui me convient à peu près. Donc là encore pour le Tom Talam, pour un exemple, bah, donc le 1er jet, j'étais à peu près à 60 pages. Après ces étapes de relecture, correction, j'arrivais à peu près à 280 pages pour un roman final de 350. Une fois que ça c'est fait, je passe un coup de correcteur. Moi, j'utilise Antidote, il y en a sûrement d'autres, mais celui-ci, il est vraiment super. C'est très, très bien pour la correction orthographique, mais c'est super aussi pour, détecter les phrases trop longues, les répétitions, les incohérences de style, enfin plein, plein de choses. C'est une étape qui est relou, vraiment. C'est hyper long, c'est là que tu te dis: «Merde, je fais plein de fautes en plus». C'est chiant. En plus, des fois, il te détecte, des erreurs qui sont liées au fait qu'il y a des noms propres qu'il ne connaît pas, des choses comme ça et du coup, ça rajoute des petits bugs, un petit peu chiants. Mais voilà, une fois que tout ça c'est fait, alors évidemment des fois en faisant ça, je me retrouve avec quelques autres petits soucis, où je me dis: «Tiens là il manque encore un truc», donc des fois je rajoute encore un chapitre à ce moment-là. Et une fois que tout ça c'est fait et ben le texte part en relecture. Et là c'est l'étape à laquelle je suis, pour, pour la part sombre d'ailleurs. Enfin je suis, en train de finir le correcteur et j'espère l'envoyer en relecture dans quelques jours. Et ça, c'est l'étape super stressante parce que je je suis toujours persuadée que mes relecteurs et mes relectrices vont me dire, «Ah non, mais c'est vraiment de la merde, arrête l'écriture, brûle tout», enfin voilà. Évidemment, c'est jamais arrivé, mais je me dis toujours ça à chaque fois. Donc voilà, là, ça prend quelques semaines, hein, forcément, puisque du coup, bah, c'est toujours, c'est toujours, selon le temps, disponible pour les relecteurs et tout n'arrive pas en même temps. En général, j'attends d'avoir les retours de tous les correcteurs pour vraiment les prendre en compte. La relecture, c'est plutôt des remarques sur le fond ou sur la forme. Alors c'est bah, avec mes relecteurs, jusqu'à maintenant, ça a surtout été de la relecture sur la forme. Bah, déjà parce qu'il y a toujours des fautes d'orthographe ou de grammaire qui passent à travers la relecture. Des problèmes de style, hein, par exemple sur, le premier tome de L'éclat et l'ombre, ça m'a permis de réaliser que je mettais beaucoup, beaucoup trop de points de suspension. D'ailleurs maintenant quand je me relis, je me dis: «Mais non, c'est de la merde, enfin pourquoi je fais ça, quoi?» Et bon voilà, du coup depuis je le fais plus. Et puis, bah, sur la forme pour le moment, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de grosses corrections à faire. Par contre, ça arrive, à chaque fois qu'on me signale, bah, quelques petites incohérences ou l'envie de voir un personnage plus développé ou qu'on me dise: «Tiens, le comportement de celui-ci, ça me paraît un peu bizarre». Est-ce que j'envoie un organisme extérieur pour la relecture? Non. J'ai de la chance, dans mes amis, j'ai des gens dont c'est pas forcément le boulot, mais qui sont quand même bien dans le milieu de l'écriture. Il y a une exception, c'est pour la traduction de Talam. Là, j'ai payé une, correctrice pour, bah, parce que clairement, sinon j'aurais eu peur d'avoir des problèmes de qualité de langue. Et il y a une deuxième correctrice pro, mais qui, m'a fait ça bénévolement parce qu'elle aimait bien mes autres livres, qui m'a fait une deuxième relecture pour la version plutôt américaine. On a une version, plutôt anglaise et une version plutôt américaine. Enfin, c'est juste quelques petites différences,
quelques phrases, mais voilà. Du coup, là, j'ai préféré payer, mais bah, sur les relectures françaises, donc clairement, c'est juste des amis qui me font ça, alors pour le coup, j'en prends plus, hein, j'en prends 5 ou 6, parce que, bah, sinon ça coûte très, très cher, en fait. C'est toujours le problème. Si je pouvais, dans l'idéal, je paierais bien quelqu'un pour le faire, mais clairement, en étant en auto-édition et en n'étant pas non plus hyper connue, ça serait pas jouable financièrement. Quand je reçois les retours de tous mes relecteurs, bah, je reprends mon fichier Excel et puis je note toutes leurs remarques. Et puis bah, là, je refais ce que je fais déjà avec mes remarques à moi, je reprends toutes leurs remarques et je note tout. Peux-tu nous raconter comment tu as édité ton premier livre? Alors le premier livre, bah, c'était le tome 1 de L'éclat et l'ombre, que j'ai écrit quand j'étais en fin de grossesse pour ma fille. J'ai profité de mon congé maternité pour faire ça et j'ai terminé de l'écrire quand elle était toute petite. Et du coup, j'étais très, très fatiguée. Mis en ligne quasiment sur un coup de tête, tu vois? En me disant, «Si jamais je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, donc allez, j'y vais», et après je me suis dit: «Ah merde, en fait, la relecture que j'ai faite est un peu pourrie». Parce que tout ce que je vous dis là, hein, c'est des trucs que je fais maintenant, mais sur le premier tome, clairement, c'était un peu plus à l'arrache, hein. J'avais juste un relecteur au début. Il y en a d'autres qui sont venus après, mais voilà, au début, c'était un peu n'importe quoi. Alors du coup, bah, j'ai cherché, des conseils sur des blogs. Il y a celui de Mécanisme d'Histoire qui est très, très bien. Le seul truc pro que j'ai fait pour le premier tome de L'Éclat et l'ombre, c'est contacter un illustrateur parce que je savais qu'une belle couverture, c'était hyper important, et puis, bah, voilà quoi, hein. Je suis tombée sur Stéphane Deguel, qui est juste, un petit génie, trop fan de ce qu'il fait. Ça vaut le coup d'aller voir son site. Je vous mettrai un lien un jour parce qu'il est parfait. Enfin, toutes ses couvertures sont belles. Il fait aussi de l'illustration pour des campagnes de Donjons et Dragons, et trop, trop beau. C'est mon illustrateur préféré, limite j'ai envie de réécrire des livres juste pour pouvoir lui demander des nouvelles couvertures, quoi. Donc voilà, donc je lui ai commandé la couverture, et après j'ai fait ma mise en page sur Amazon, en galérant. Comme je disais, moi je passe par KDP, qui est le service auteur d'Amazon, qui des fois me fait des misères, hein, peu parlé ces derniers jours, mais là je suis à nouveau moins fâchée contre eux parce que j'ai enfin touché les sous qu'ils me devaient aujourd'hui, là, donc c'est un peu la fête. Donc Amazon, bah en fait c'est, alors ça a plein de défauts, par contre côté auteur c'est tout simple parce que bah, il suffit de mettre en ligne son texte, sa couverture, de galérer comme un chien sur la mise en page, et après bah, en fait c'est de l'impression à la demande. Donc pour les e-books, ça se fait directement en ligne. Et pour les livres papier, bah, ils impriment que s'il y a des gens qui les achètent, et on peut aussi leur commander des stocks à prix d'impression. Donc ça, c'est super pratique. Du coup, ouais, bah, du coup, j'ai tout mis en ligne sur Amazon. J'ai décidé de partir en auto-édition pour le premier, parce que là encore, je me suis dit: «Les gens vont trouver ça nul», hein, pour la confiance en moi et tout. Donc voilà, je me suis dit: «Je le fais dans mon coin, j'en parle à personne», tu vois? Genre, même à ma famille et tout. J'ai mis mon mari au courant, que j'écrivais un bouquin à peu près une semaine avant de le sortir, en lui disant: «Surtout tu le lis pas, hein, parce que c'est nul». Et voilà, donc je l'ai balancé sur Amazon, en me disant comme ça, voilà, je vais peut-être en vendre un, et symboliquement, je pourrais dire: «Ça y est, je suis écrivain, j'écris des livres». Et puis, bah, bizarrement, il s'est vendu. Alors je pense que c'est lié au fait que la couverture était magnifique, parce que c'est pas avec l'absence de pub que je n'ai pas faite du coup, que que j'aurais pu le vendre. Et j'ai eu de la chance, parce que genre dans les 20 personnes qui l'ont acheté au début, il y avait une fille qui était une vraie autrice. Et elle, pour le coup, a plein de livres, édités, et chez Nemos, chez Brajlon, je crois. Et du coup, elle m'a envoyé un mail pour me dire que c'était cool, en me suggérant quelques améliorations à faire, et puis en me filant les adresses directes, des 2 gros éditeurs. Du coup, là, je me suis dit: «Ah beh, ça se trouve, ça peut marcher». Alors du coup, je leur ai envoyé mon manuscrit, puis, bah, ils m'ont dit que non. Mais du coup, ça m'a donné un petit boost de confiance quand même. Et puis du coup, j'ai eu une réponse en genre, 2 mois au lieu d'avoir une réponse en 2 ans, et ça fait plaisir. Et j'ai même eu, des petits détails et tout sur les trucs à améliorer, faire des petites modifs. Et puis, bah, du coup, suite à ça, je me suis dit: «Allez, je vais faire un effort, je vais essayer de faire quelques salons». Et du coup, je me suis inscrite pour mes tout premiers salons. Alors, les premiers, bah, là encore, on voyait bien ma confiance, hein, parce que genre j'avais mon coffre avec
mes petits bonus en fait, genre j'avais plein de trucs que je pouvais emmener en salon, genre, des petites merveilles que je n'ai pas écrites, c'est mon mari qui les a recopiées. C'est, les lettres qu'il y a dans les bouquins, toutes les lettres écrites dans la langue de l'éclat et l'ombre et dans la langue de Talam. J'ai aussi, le bijou de mon héroïne, qui est là dans le 3e tome, enfin voilà, j'ai plein de trucs comme ça que j'emmenais dans un petit coffre et que je n'ai même pas osé sortir au premier salon parce que je me suis dit: «Non mais les gens ils vont trouver ça naze». Quand les gens venaient me voir, je leur disais: «Oui, bah, voilà, j'écris des livres, enfin voilà, c'est des trucs que je fais dans mon coin, c'est pas terrible, voilà, genre n'achetez pas ce que je fais». Ce qui est pas vraiment la meilleure façon de vendre des livres en salon, hein. Et puis bon, petit à petit, c'est venu. Je me suis rendu compte que ça intéressait les gens quand j'en parlais, donc je me suis fait violence. Et puis, il y a même eu, bah, le salon fantastique à Paris. Pour le coup, je me suis retrouvée en rupture de stock, que j'avais pas du tout prévu, hein. Je j'en prends pas beaucoup et puis de toute façon, si j'en prends 1 ou 2, je serais contente. Ouais, du coup, je me suis retrouvée en rupture de stock sur, 2 ou 3 de mes bouquins. Et puis, bah, là, ça m'a donné des contacts, hein, bah, notamment, avec celui qui est devenu temporairement mon éditeur. J'ai continué comme ça pendant quelques mois, bah, mine de rien, ça s'est plutôt bien vendu et puis, bah, du coup, j'ai fini par signer, un contrat d'édition pour, la trilogie L'éclat et l'ombre avec un éditeur, du coup, c'était, bah, début 2020, hein, c'était juste avant le confinement. J'ai continué comme ça pour L'éclat et l'ombre qui, du coup, a commencé à très bien se vendre. Alors je sais pas si c'est le fait d'être en maison d'édition ou le confinement qui fait que les gens ont acheté plein d'e-books et que j'ai pris un petit peu confiance en moi et que j'ai commencé à faire un peu de pub et tout. Sans doute un peu des 3. Tu aimes bien le temporairement? Ouais. Bah, du coup, ça a commencé à se dégrader, en fait, quand j'ai écrit Talam et que déjà il a pas voulu prendre des bouquins à partir du moment où j'ai expliqué qu'une des héroïnes, était lesbienne. Mais c'était pas très clair, je savais pas trop si c'était à cause de ça ou pas, donc sur le coup, j'ai rien dit. Je me suis dit: «Ça se trouve, mon bouquin est juste nul et il en veut pas pour ça, hein, il ose pas me le dire». Et puis, bah, du coup, par contre, il m'a fait le même coup quand, commençait à parler de la suite de L'éclat et l'ombre. Donc du coup, voilà, ça s'est terminé en engueulade et puis on a rompu le contrat, au bout de 2 ans, du coup, au lieu de 4 ou 5. C'est pour ça que je suis revenue à l'auto-édition pour, tous les bouquins. Polax qui demande oui, combien ça coûte une couverture illustration? Alors, clairement, moi je trouve qu'il y a pas de mal à en parler, hein, pour les couvertures simples, donc juste la première de couverture, moi je paye 300 €. Et pour les couvertures doubles qui font aussi la 4e de couverture, je paye 500. Ça les vaut carrément. J'y mets le prix, mais par contre, ça arrive en salon qu'il y ait des gens qui viennent me voir en me disant: «Ah non mais ils sont trop beaux de toute façon, l'histoire, m'en fiche, je les veux de toute façon parce qu'ils sont magnifiques». Voilà, ça se rembourse tout seul avec, avec ça. Le prochain livre, est-ce que j'ai une date de sortie? Bah non, parce qu'il faut que je le finisse. Non, bah, en fait, là j'ai fait le plus gros. Comme je disais, il va partir en relecture là, dans quelques jours, auprès de mes différents relecteurs et bah, du coup, ça va dépendre de combien de temps ils vont mettre à me faire leur retour et ça, c'est très variable, hein. Des fois, il y en a qui s'y mettent tout de suite et du coup, j'ai des retours en 1 semaine et il y en a d'autres où c'est plutôt en 2 mois donc je sais pas, on va voir. Ça va dépendre aussi de ce qu'ils vont en penser parce que s'ils me disent qu'il y a juste quelques petits détails à corriger, bah, ça va aller vite après. S'ils me disent qu'il y a plein de trucs à revoir, bah, forcément je vais repasser du temps derrière. Là quand même ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté l'illustrateur et qu'on va faire la couverture en avril. Donc logiquement, à partir de mai, il peut sortir, si tout va bien. Je pense que ce sera plutôt juin s'il passe comme il faut. Une question sur Instagram de Marie qui me demandait comment je trouvais mon inspiration. Pour les lieux, ça me vient souvent d'endroits que j'ai visités. On en a parlé il y a quelques jours d'ailleurs sur le Discord. Bah, j'ai fait des articles sur mon blog et puis sur Instagram à ce sujet avec des illustrations. Moi, en fait, j'ai pas mal voyagé, hein. J'ai fait un demi-tour du monde et ça m'a permis de voir des lieux assez fous, donc vraiment décors de fantaisie, même sans retouche. Pour Talam, je suis pas allée aussi loin que ça. J'ai parti sur une inspiration très française, parce que par exemple, les alentours de Birioc, des villes où se passe pas mal d'histoires, je me suis inspirée bah, de ma ville de naissance.
Bah, d'ailleurs Birioc, il me semble que c'est le nom d'origine de Saint-Brieuc. Et je me suis inspirée de pas mal de coins d'urbex où j'allais parce que il y a un des personnages de Thalam qui est inspiré de quelqu'un, que j'aimais beaucoup, un ami qui est mort il y a une dizaine d'années maintenant et avec qui je faisais de l'urbex dans les Côtes-d'Armor et du coup je me suis inspirée, bah, d'endroits où on est allés ensemble, faire de l'urbex et bah, d'ailleurs ça commence presque avec une scène d'urbex où les personnages ont des ennemis qui ressemblent, un petit peu à ceux qu'on a eus. Sauf que c'est plus grave parce que quand même, il fallait que l'histoire soit vraiment intéressante et pas juste, un petit peu nulle, comme ça nous est arrivé. Voilà, un moment dans Talam, il passe dans une mine, bah, c'est très clairement inspiré de la mine Victoria dans les Pyrénées où je suis allée pendant des vacances. Et pour l'éclat et l'ombre, alors là, on part plus loin, parce que, déjà, en fait, vous pouvez voir une partie des endroits en question. Dans le livret, en fait, j'ai mis plusieurs de mes photos de voyage, c'était plus pratique. Alors, ouais, là, je sais pas si on va voir à l'écran, mais la qualité est pas forcément ouf avec ma webcam. Ouais, cette photo-là, c'est les oui, c'est les météores en Grèce. Je m'en suis totalement inspirée pour faire les terres sacrées. Parce que du coup, bon là, sur l'image, ça se voit pas très bien, mais il faudrait regarder sur le livret. C'est un endroit où il y a des gros piliers rocheux avec des temples, enfin, je crois que c'est des monastères, qui sont placés au sommet. Et c'est juste magnifique et totalement irréel comme endroit. Je me suis pas mal inspirée aussi de la Cappadoce en Turquie. Par exemple, pour la garnison de Kelbet, hein. La garnison est installée dans un bâtiment troglodyte. Bah, ça, c'est totalement pompé sur le château d'Uccisar, en Cappadoce, qui est un endroit qui est trop beau. Les montagnes, ouais, où il y a la base de l'Orne, c'est très inspiré alors, des paysages de Paklenica en Croatie. Et l'endroit même où est installé le village, bah, ça ressemble au cirque de Gavarnie. Je pense que ça se voit d'ailleurs sur la couverture du tome 1. Bah, clairement, c'est un cirque avec une grande cascade. Hein. C'est totalement pompé, à part qu'il y a des bâtiments et puis d'autres petits trucs différents. Mais clairement, ça vient de Gavarnie. Sinon, pour l'histoire, bah, je sais pas trop. En fait, souvent, j'ai une idée très vague de ce qui va se passer. Donc, bon, j'imagine 2-3 personnages. Et à partir de là, je découvre un peu l'histoire avec eux. Talam, c'est un peu différent, peut-être. Là, il y a un peu plus d'inspiration réelle, parce que j'ai plusieurs personnages qui sont inspirés de gens que je connais, à commencer par les magiciens de Talam, qui sont hémophiles, et qui, en fait, s'ils sont hémophiles, c'est pas une maladie que j'ai choisie au pif, hein, c'est parce que mon fils est hémophile, et que du coup j'avais envie de faire un héros qui lui ressemble et qui a la même maladie que lui, mais qui en même temps soit un peu badass. Du coup, je me suis demandé, bah tiens, qu'est-ce que ça pourrait apporter d'être hémophile et qu'est-ce que ça pourrait rendre compliqué pour un personnage puissant. Et bah, pas une bonne partie de l'histoire est partie de là. Comme je disais aussi, il y a un personnage qui est inspiré d'un copain qui est mort il y a longtemps. Bah, j'ai même commencé l'histoire en en partant un petit peu de ce qui lui était arrivé en fait. Un personnage de Talam aussi qui est inspiré de quelqu'un que je connais, bah, qui est inspiré physiquement de quelqu'un que je connais, puisque c'est un ami qui a posé pour la couverture en fait, qui du coup a donné quelques petites caractéristiques à ce personnage, hein, parce que le personnage est devenu gaucher parce que mon pote l'était. Voilà. Du coup, des fois ça vient un petit peu de ce genre de choses. Sinon ouais, je crée mes personnages et puis après je me dis bah tiens, logiquement ils ont tel caractère donc ils vont réagir comme ça, ils vont me mettre dans la merde de telle façon, dans tel comportement. Ça vient tout seul. J'avais une question aussi sur Instagram, c'était est-ce que ça m'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche? Alors, depuis que je me suis lancée dans l'écriture, ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir aucune inspiration. Par contre, ça m'arrive régulièrement de bloquer sur un texte et de passer à un autre pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, hein, parce que là, par exemple, en ce moment, je bosse sur la suite de L'éclat et l'ombre, mais à la base, j'étais partie sur un autre projet qui n'avait rien à voir et que je n'ai pas ouvert depuis 6 mois, parce que là, je bloque dessus, donc je suis passée à autre chose. J'y reviendrai. Je sais pas quand, mais j'y reviendrai.
Colac, c'est est-ce que tu es à plein temps à l'écriture maintenant? Bah non, j'aimerais bien, mais non, parce que gagner des sous, c'est bien aussi, hein. Ce serait merveilleux si on pouvait vivre de l'écriture, mais c'est pas si facile. Bah ça, je pourrais peut-être en parler un peu plus en détail, un jour où je parlerai vraiment de ce qui est écrit, enfin de tout ce qui est, mis en ligne et tout ça, mais en gros, moi j'ai fait le choix de mettre mes livres pas trop chers parce que je me dis que c'est bien que qu'un maximum de gens les lisent plutôt que d'essayer de faire un maximum de profit dessus. Du coup là mes e-books, bah, ils sont à 1 € et là-dessus je touche, 33 centimes avec Amazon. Quand j'étais encore sous contrat d'édition, du coup je touchais, bah, je crois que c'était 20 centimes à peu près, puisque forcément il y a une partie qui partait pour l'éditeur. Voilà et puis pour les livres papier, alors, bah, là ça dépend de leur taille parce que, bah, ils sont gros, plus, le coût d'impression est élevé. De mémoire, L'éclat et l'ombre, le tome 1, je crois que j'en ai pour 3,50 € d'impression. Le plus gros, ça doit être le premier tome de Talam où là, c'est plutôt 4,50 €. Amazon garde, forcément le prix d'impression et il prélève une petite partie donc comme mes bouquins papier sont à 9 ou 10 €, je crois que je touche, qu'à peu près 4-5 € dessus. Sachant que, bah, quand je les expédie moi-même, forcément, je paye la livraison quand, enfin, des fois, il y a les frais de port, mais pas toujours. Du coup, en moyenne, je dirais que ça me rapporte, 2-3 € par bouquin si on fait la moyenne entre les e-books et les livres papier. Donc, bah, tu peux te douter qu'il en faut un certain nombre pour en vivre. Du coup, j'y suis pas, hein, clairement. Ouais, là, j'aurais un peu de mal à vous donner des chiffres précis parce que, bah, avec la rupture de contrat, là, c'est un petit peu le bordel en ce moment, mais ah, entre les salons et puis Amazon et puis les autres ventes, ouais, je suis à peu près à 300 € par mois, quoi, avec les livres. Alors c'est très, très bien pour de l'auto-édition, cela dit, c'est pas, enfin voilà, c'est pas avec ça que je paye mon prêt immobilier et puis, et puis la gestion des 2 enfants. Donc je suis à 80 à côté de ça et avec un boulot stable et ça me permet aussi du coup de faire ce que je veux pour les livres, hein, tu vois? Ça c'est ce qui me permet de les mettre pas trop cher, d'en offrir à la bibliothèque près de chez moi parce que comme ça je me dis: «Il y a des gens qui vont les lire, au lieu qu'ils restent juste à attendre des acheteurs sur Amazon, ils ne les prendraient pas parce qu'ils seraient trop chers». Ça me permet de me barrer, bah, quand ça se passe pas bien avec l'éditeur, hein, parce que si j'en vivais, je pense que j'aurais hésité un petit peu plus, même si j'avais de gros problèmes avec son éthique, bah, voilà, si j'avais pas eu le choix financièrement, j'aurais été obligée de rester, je pense. Alors que là, bah, pas trop de scrupules à lui dire, c'était terminé. Sinon, il me restait 2 questions là, que j'avais décidé de passer ce soir. Question de Nonorex, alors qui me demandait, quelle était ma bière préférée, ce qui, à la base m'a semblé une question un peu étrange vu le thème du live et donc en développant un petit peu, c'était, que pour lui, l'inspiration vient plus facilement en étant, légèrement ou complètement alcoolisé. D'où la question: «Est-ce que moi j'écris mieux en étant saoul?» Et si oui, quelle est la meilleure bière pour écrire? Alors du coup, bah, moi, tu vois, je pense que l'alcool, c'est comme la musique, hein, pour écrire, ça peut être pas mal pour, la partie création d'univers, parce que là, avoir une petite ébriété ou un petit fond musical, ouais, c'est nickel pour trouver de l'inspiration pour la géographie ou pour les religions, pour avoir plein d'idées, un petit peu folles. Là, je dirais que l'idéal, c'est, un peu de Vali en fond musical. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop, trop cool. Vali, c'est un groupe qui a fait notamment les musiques pour des extensions de Stalker et c'est censé, décrire, enfin ils ont un album qui est censé décrire une balade dans la forêt norvégienne, je crois et bah, c'est tout à fait ça quand on leur album, c'est trop, trop cool et du coup, moi j'adore préparer mes univers en écoutant du Vali et si je devais mettre une bière pour aller avec ça, bah, moi ce serait bière brune ou couac ou triple carmélide. Par contre, pour écrire, les chapitres, en eux-mêmes et puis pour la relecture, là, il me faut du silence. Parce que sinon j'arrive pas et il me faut du thé. Alors The Tox, toi tu écoutes, du Nightwish ou de la musique celte? Ouais. Alors moi, tu vois, je trouve que quand il y a des paroles, ça m'empêche un petit peu de réfléchir. C'est pour ça que j'aime bien Vali. Des fois, je mets Dornenreich aussi. Ils ont un album au violon qui est génial pour l'écriture. Ou alors, faut que ce soit des trucs où vraiment je comprends pas trop les paroles, donc faut pas que ce soit en français ou en anglais, sinon ça me perturbe.
Bah là, pour la part sombre, je me suis retrouvée à écrire en écrivant du d'Artagnan et c'est très bien pour, écrire des scènes d'escrime. Dernière question que j'avais, sur Instagram, c'était une question de Anne, qui demandait si, j'avais des crushs sur certains personnages. Et bah écoute, oui, un dans L'éclat et l'ombre et un dans Talane, et je vais pas dire lesquels, et si vous êtes curieux, on pourra faire un petit défi de chaîne là-dessus si à l'occasion. Un jour où Anne sera là parce que je crois qu'elle est pas dispo, ce soir. Je pense que s'il y en a qui me connaissent IRL, c'est très facile de deviner de quel personnage il s'agit. Bah, pour les autres, vous ne saurez pas. Il y a quand même un truc que je voulais dire, je voulais parler des prochains salons à venir, parce qu'il y en a un la semaine prochaine déjà, et du coup ça pourrait être pas mal si jamais il y a des gens qui écoutent qui sont dans le coin. Donc la semaine prochaine, le 19 et le 20 mars, je vais à côté d'Orléans, à Loris. Au mois de mai, je vais aux Imaginales. Ça va être trop cool, je pense. C'est un salon que j'ai envie de faire depuis longtemps, sauf que bah, c'est loin, c'est très cher et que tout seul c'était pas trop possible d'y aller. Sauf que là, j'y vais avec une librairie qui est trop cool d'ailleurs, qui s'appelle Les Jeunes Pousses, qui embarque plusieurs auteurs auto-édités. Donc là d'ailleurs, c'est un petit peu la galère d'organisation aujourd'hui, hein. On était en train de tous réaliser qu'en fait, il y avait plus d'hébergement sur place et qu'en fait, bah, c'est à 7h30 de Nantes et que du coup, c'est la galère pour y aller et que si on veut y aller en train, bah, il faut se promener avec 3 valises de livres. Enfin bon, du coup, après moult galères, on a réussi à s'organiser et on va monter pour le 21 et le 22, donc et dimanche, aux Imaginales. Ensuite, dans le sud, dans le sud, je crois que j'en aurais pas, parce que je devais aller à Écho et Merveille à Toulouse, sauf que ça a été annulé. Plus au nord, je vais avoir Lire en Normandie, c'est à Le Teilleul. C'est le 9 octobre, donc ça, il y a le temps. Il y a le salon à Niort, 24-25 septembre. Là, j'irai à Niort pour le week-end. Sinon, il y a les Geek Ferries en juin. Ça va être trop cool. C'est sur 3 jours, mais moi j'y vais que le week-end, donc le 3-4. Et, et j'attends ça avec tellement d'impatience. Je pense que le seul problème, c'est que je vais avoir envie de me balader partout parce qu'il va sûrement y avoir plein d'exposants que je vais avoir trop envie de voir. En juin, je vais avoir un week-end qui va être pris aussi pour un truc trop cool. Enfin, normalement c'est le 11 juin, j'attends confirmation. Je peux pas encore donner trop de détails sur ce que ça va être, mais ça va être du jeu de rôle. Ça va être à côté de Nantes. Et je pense que ça va être trop bien. Et un petit peu stressant pour moi aussi. Mais ça va être cool. Sinon, en octobre aussi, je vais à Scorfell. Le Scorfell, c'est juste le meilleur festival de fantasy que je connaisse. C'est dans les Côtes d'Armor. Si jamais il y en a qui sont dans les Côtes d'Armor, bah, c'est trop bien. C'est le festival dont je sors à chaque fois en me disant que les gens sont merveilleux et que j'aime tout le monde et que voilà, c'est trop bien. Voilà, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi. Je vous dis bonne fin de soirée les gens et à bientôt.